Chers amis, bienvenue sur ce tutoriel où je vais vous présenter la nouvelle malle qui va vous permettre d'animer la prochaine nuit des chauves-souris. Partons à la découverte de la nouvelle malle. L'ancienne était très volumineuse, encombrante et pas très solide. La nouvelle est plus petite, nettement plus maniable donc, et surtout contient de nouvelles activités. Découvrons maintenant le contenu de la malle. La première partie est bien entendu consacrée aux généralités sur les chauves-souris. Alors, un bon truc, essayez toujours de faire participer le public. Vous pouvez commencer, tiens, les chauves-souris, quelles sont les différences entre une chauve-souris et un oiseau, le bec, les plumes, etc. Ensuite, les chauves-souris, c'est un monde en soi. On a plus de 1200 espèces de chauves-souris. Et là, vous pouvez montrer une image, par exemple, avec un arbre phylogénétique. La plus grande des chauves-souris est le Kalonk de Malaisie, 1,60 m. Et la plus petite, Kitty, née de porc. Pour un corps de 3 cm et un poids seulement de 2 grammes, il s'agit aussi du plus petit mammifère au monde. Le bar à chauve-souris nous donne une idée de la formidable diversité de ces mammifères volants. Certaines, dont la grande noctule qui vit en Europe, se nourrissent d'oiseaux. D'autres ont la mauvaise réputation, mais hélas exacte, de se nourrir de sang. La plupart, comme l'entièreté de nos chauves-souris en Belgique, se nourrissent d'insectes. Sous les tropiques, nous avons des chauves-souris frugivores. Par exemple, en Amérique du Nord, on a une espèce de chauve-souris qui est typiquement spécialisée dans les poissons et les crustacés marins. Et enfin, la tequila nous rappelle que sans les chauves-souris, cette boisson n'existerait pas, puisque seule une espèce de chauve-souris est capable de polliniser l'agave qui va ensuite donner cette précieuse tequila. Maintenant, un peu d'anatomie. Les chauves-souris sont des mammifères exactement comme nous, et donc ils ont les mêmes os que nous, mais évidemment dans des proportions assez différentes. Comparons une main d'homme et une main de chauve-souris. Expliquons maintenant le cycle annuel des chauves-souris. Commençons par l'hiver. En hiver, il n'y a pas d'insectes. Or, une chauve-souris, ça mange énormément d'insectes. Alors comment fait-elle? Elle va vivre en mode économique. Elle va aller dans un endroit où il fait humide, comme ça elle ne se dessèche pas, et où il ne gèle jamais. Et elle va vivre sur ses réserves de graisse. Pour s'accrocher tout l'hiver sans le moindre effort, la chauve-souris a un ingénieux système de tendons à sa patte. Le poids de son corps abaisse la griffe et elle reste ainsi accrochée. Le printemps. Au printemps, les chauves-souris, les femelles du moins, vont se rassembler dans ce qu'on appelle des maternités. Pourquoi? Parce que, comme le nom l'indique, elles vont y mettre au monde leur bébé, leur seul bébé. Ce bébé va devoir grandir très vite, parce que en été, tout doit aller vite. Il faut manger, manger, manger énormément, car dans quelques mois, l'hiver est déjà là. Et en hiver, c'est la disette, il n'y a plus rien à manger. Aussi, les réserves de graisse doivent être faites avant. Puis vient l'automne. L'automne, c'est la saison des amours pour les chauves-souris. Il faut savoir qu'une chauve-souris qui naît dans une colonie va mourir dans cette colonie. Aussi, il n'y a pas de brassage génétique possible. La seule solution, c'est les boîtes de nuit. Et ça, elles l'ont inventé bien avant nous. On appelle ça en langage chiroptérologique des lieux de swarming. Le principe, c'est le même. Les jeunes d'une région viennent se rencontrer et si affinité, ça se termine dans une petite fissure. Puis, les spermatozoïdes sont gardés vivants dans les voies génitales de la femelle, et ça durant tout l'hiver. Au printemps, tout va très vite, puisque le jeune doit naître le plus vite possible. Et donc, la fécondation a lieu dès le sortir de l'hibernation. Et les jeunes vont naître à peu près la deuxième quinzaine du mois de juin. Les chauves-souris, ces animaux surdoués. Passons maintenant à l'exploration des différents sens des chauves-souris. N'hésitez pas à demander au public, tiens, vous, combien avez-vous de sens? Et d'après vous, les chauves-souris, combien en ont-elles? La réponse, 5 pour nous, 8 pour eux, ils gagnent, c'est clair. Le plus remarquable des sens que les chauves-souris ont développé, qu'elles ont et que nous n'avons pas, c'est l'écholocation. Pour illustrer l'intérêt de cette technique, prenons ce pot de grainerie. Il y en a quelques milliers. Ça représente tout ce qu'une chauve-souris en fait va manger en insectes en une seule nuit. Je dis, regardez, voilà, j'ai un de ces insectes de la nuit, c'est ce grain de riz. Je le lance. Est-ce que vous avez vu où il est tombé?
La réponse, c'est non. Pourtant, la chauve-souris, elle, en pleine nuit, elle l'a attrapé et elle l'a mangé. Pour visualiser l'écholocation, demandez à deux participants. Un fait la chauve-souris, l'autre l'insecte. La chauve-souris fait une onde, l'onde se répercute sur l'insecte et retourne vers la chauve-souris. Pour que l'onde soit la plus visible possible, la corne ne doit pas être trop tendue et l'onde de faible importance. L'insecte doit être le plus immobile possible. Le temps de l'aller-retour est directement proportionnel à la distance entre l'insecte et la chauve-souris. Seulement voilà, l'insecte il vole, et quand la chauve-souris arrivera à l'endroit où se trouve l'insecte sera plus là. Il est donc indispensable que la chauve-souris connaisse la direction et la vitesse de vol. Cela, elle le fait grâce à l'effet Doppler, que nous visualisons en faisant tourner une source sonore. Et on peut entendre à ce moment-là une variation assez étonnante du son. La tonalité du son varie en fonction de la vitesse. Voilà, maintenant la chauve-souris connaît également la vitesse. Maintenant la chauve-souris connaît la distance, la direction et la vitesse de vol de l'insecte. Il reste à savoir s'il est à sa gauche ou à sa droite. Voilà, il a rebondi vers la droite, c'est exact. Alors maintenant, je vais te demander de boucher tout à fait à fond une de tes oreilles et je vais laisser tomber l'objet. Voilà, et bien c'est exactement ça. Il était tombé de l'autre côté. Simplement, quand on a une des deux oreilles qui est bouchée, on ne parvient pas à trouver l'orientation du bruit, simplement parce que c'est nos deux oreilles qui entendent le son à un moment différent. Ainsi, si le son vient de droite, ce sera d'abord le tympan droit, puis le tympan gauche qui sera stimulé. C'est ce décalage qui nous permet de situer l'origine du son. Maintenant, voyons ce qu'est un ultrason. Un ultrason, c'est tout simplement un son qui est tellement aigu que plus personne ne l'entend. Jusqu'où notre oreille est capable de détecter le son. Alors on va commencer en levant tous la main et au fur et à mesure que, vous pouvez lever la main aussi, voilà, et à partir du moment où on n'entend plus rien, eh bien on baisse la main. Vas-y Aglaé, tu peux appuyer sur l'appareil. Donc là on est à 3, plus ou moins 3 kHz et tu vas monter systématiquement pour voir jusqu'où on monte. 4, voilà, on continue à monter, 6, on entend toujours, on arrive à 9, 11, ça commence à être plus compliqué, voilà, on va passer à 13, voilà, tout le monde entend toujours, enfin une partie, 14, là ça commence à être difficile, moi c'est vraiment la limite, voilà, 15, moi j'entends plus rien, on va passer à 16, 17, 18, voilà, on peut encore continuer, voilà, 18. Voilà, donc ici on a un appareil qu'on appelle un détecteur d'ultrasons. C'est un appareil qui va nous permettre d'entendre donc les différentes fréquences utilisées par les différentes espèces de chauves-souris. Alors là, on voit que l'appareil eh bien, est à 19. On va voir s'il réagit avec l'appareil. Et voilà, ça fait un bruit que l'appareil peut entendre parce que justement on est à 19 kHz. Cet appareil électronique transforme donc les ultrasons inaudibles pour nos oreilles en des sons qui deviennent parfaitement audibles. Si moi-même je parle dans l'appareil, on n'entend rien. À l'inverse, si j'agite des clés, on entend des bruits, car les clés émettent des ultrasons et moi pas. Lors de la balade nocturne, nous l'utiliserons non seulement pour détecter les chauves-souris, mais aussi pour les identifier. L'ouïe est un sens très important chez les chauves-souris. Premièrement, parce que ce sont des animaux sociaux et ils doivent donc communiquer entre eux. Deuxièmement, pour repérer leur proie uniquement au bruit qu'elles émettent. C'est justement pour avoir une meilleure ouïe que les chauves-souris ont proportionnellement de si grandes oreilles. Faites faire l'expérience montrée ici. Est-ce que les chauves-souris sont aveugles, à votre avis? Eh bien, absolument. Donc elles sont tout à fait munies d'une vue qui est assez correcte. Hein. Elles voient même relativement bien. Donc c'est tout à fait une erreur de penser que les chauves-souris sont aveugles. On voit d'ailleurs ici un très bel oreillard avec des grands yeux bien ouverts pour observer ce qui se passe. Mais que mangent donc les chauves-souris? Pour cela, nous allons utiliser notre ordinateur relié avec un microscope USB. Auparavant, il faut bien entendu installer le programme fourni avec le microscope USB sur l'ordinateur portable.
Sous le microscope USB, nous dépiotons des crottes de chauve-souris. Il est préférable que ces crottes proviennent d'une grosse espèce de chauve-souris, ainsi on pourra trouver des fragments de gros insectes bien plus faciles à reconnaître. Comme toujours, afin de rendre l'animation la plus vivante possible, nous posons des questions au public. Par exemple, tiens, d'après vous, à quoi correspondent les images que nous voyons ici? Alors, les chauves-souris vont manger donc chez nous uniquement des insectes. Voilà, alors on va goûter ces merveilles de la nature que les chauves-souris mangent avec beaucoup de gourmandise. À votre avis, combien d'insectes peuvent être mangés par une chauve-souris par nuit de chasse? Eh bien en fait c'est 3000 et voilà ce que ça donne. Il faut profiter de cet exemple pour poser la question au public. Et, d'après vous, en hiver, comment font-elles? Cela nous permet ainsi d'embrayer sur le cycle des chauves-souris, l'hibernation, la reproduction, etc. Donc les chauves-souris, elles attrapent les insectes en vol, mais pas directement avec la bouche. Donc elles vont voler, elles vont attraper l'insecte par leur uropatagium, c'est la petite membrane qu'elles ont aussi entre les pattes arrière, et en volant, elles vont la ramener à la bouche pour venir manger l'insecte et continuer leur vol. Certaines chauves-souris, comme le Vespertion de Natterer, image supérieure, ont d'ailleurs sur le bord de leur uropatagium des poils sensitifs. Il semble que dans les régions chaudes de notre globe, les chauves-souris frugivores repèrent les arbres qui ont des fruits mûrs grâce à leur odorat. Grâce à l'écholocation, la chauve-souris elle perçoit l'environnement sur une dizaine de mètres autour d'elle. Mais certaines chauves-souris font des migrations sur plusieurs milliers de kilomètres. Donc ça ne leur suffit pas comme sens. Donc elles ont en fait finalement une boussole interne en elles. Et comme certains oiseaux, ça leur permet de mener des grandes migrations en retrouvant par rapport au pôle magnétique. Parmi les sens que les chauves-souris ont et que nous n'avons pas, il y a la possibilité de percevoir la lumière polarisée. En fait, ce sens est utile lors des grandes migrations. Alors qu'est-ce que c'est pour une histoire? Pour expliquer ça, utilisons en fait cette grille. Vous vous rappelez, la lumière, tout comme le son, c'est une onde. Et donc vous voyez l'onde, le mouvement oscillatoire. Si vous mettez votre corde dans ce sens-là et qu'elle va bouger dans ce sens-là, elle va traverser en fait la grille. A l'inverse, si je mets mes deux grilles comme ça, elle ne traversera plus. Les chauves-souris, dans leurs yeux, ont cette espèce de grille que l'on peut montrer en fait par ces filtres polarisés. Et donc elles ont dans leurs yeux ces mêmes filtres polarisés. Et donc si je les mets dans ce sens-ci, on voit au travers, et à l'inverse, si je tourne, ça devient opaque. C'est exactement comme on a vu l'expérience avec les grilles. Comme pour les oiseaux, il y a différents modes de chasse pour les chauves-souris. On a les glaneuses d'un côté, et ici on a les autres chauves-souris qui attrapent les insectes en vol. Les glaneuses, donc, elles ont besoin d'entendre les insectes, donc elles ont des grandes oreilles, et en plus comme elles doivent suivre les insectes qui vont à gauche, à droite, etc., elles ont besoin des ailes larges qui leur permettent justement d'être fort mobiles et de chercher leur proie. Tandis que ces chauves-souris ici, donc elles vont prendre les insectes en vol, donc sans s'arrêter. Donc elles ont besoin d'être plus aérodynamiques, donc des petites oreilles, des ailes plus étroites, plus longues pour leur permettre d'aller rapidement fondre sur leur proie. Présentez quelques espèces de chauves-souris que vous pourrez peut-être rencontrer durant la balade. Menaces et solutions. Au travers de ces objets, nous allons découvrir quelles sont les principales menaces qui pèsent sur nos chauves-souris et surtout quelles sont les solutions. Afin d'avoir le plus d'impact possible, il faut rester positif et donc montrer qu'il y a des problèmes, bien entendu, mais surtout comment les résoudre. Il ne faut pas non plus hésiter à faire participer le public. Ici, vous aurez des objets qui symbolisent ces menaces et donc posez la question, tiens, d'après vous, à quoi ça vous fait penser comme menace? Quelle solution? Bien entendu, ici c'est très simple, on a un bidon de pesticides, les chauves-souris sont au sommet de la chaîne alimentaire, ce sont donc les premiers impactés. Quelle solution? Utilisez des produits bio ou si vous avez un jardin, surtout n'utilisez pas de pesticides et d'insecticides.
À l'intérieur, j'ai un bloc de polystyrène, nos maisons sont de mieux en mieux isolées, ce qui en soi, bien entendu, est une bonne chose. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de place, il y a une crise du logement pour les chauves-souris. Alors, quelle solution? On peut évidemment laisser quelques petits espaces qui leur est consacrés ou éventuellement mettre des nichoirs. Un morceau de haie. Jadis, il y avait des haies un peu partout. Aujourd'hui, afin d'augmenter la rentabilité, on a coupé tout ça pour faire des grandes monocultures. C'est une catastrophe pour la biodiversité, aussi pour les chauves-souris. Donc, replantons des haies. Si on a un jardin, replantons des haies. Bien entendu, pas avec des espèces exotiques, mais avec de l'aubépine, etc. Les éoliennes, donc les éoliennes sont aussi un problème parce que les chauves-souris, surtout les espèces migratrices, se font impacter par les pales qui tournent. Et donc là, il y a des solutions. Et donc en fait, quand on vole une chauve-souris, elle vole quand il y a peu de vent, ça n'intéresse donc pas fort les éoliennes. Elle vole uniquement la nuit, elle vole uniquement en été, elle vole uniquement quand il y a plus de 10 degrés, elle vole quand il ne pleut pas trop. Bref, si on arrête les éoliennes dans ces conditions, la perte de rentabilité est très faible. Et il existe des programmes qui gèrent ça très bien. On a ici une ampoule, la pollution lumineuse est un vrai problème. Quel est l'impact sur les chauves-souris? Donc, dans nos régions, les seuls animaux qui savent attraper, animaux sauvages, qui savent attraper des chauves-souris, ce sont les éperviers et les faucons. Mais eux, ils vivent la journée, ils ont besoin de lumière. Et la lumière, on peut leur apporter. Et si on met une lumière pareille près d'une colonie, les chauves-souris vont savoir se faire manger par ces rapaces diurnes. Le seul véritable prédateur des chauves-souris, le voici, c'est le chat domestique. Que faire? Donc on ne laisse plus sortir les chats la nuit, on leur met une clochette et comme ça devient de moins bons prédateurs, aussi bien pour les oiseaux diurnes. Enfin la voiture, parce que pas mal de chauves-souris se font impacter sur nos routes, sur les pare-brises de voitures. Pour la suite, il vous reste encore quelques images. Quel est le but? Lorsque vous allez faire votre balade nocturne, immanquablement, il y aura des moments morts. Il n'y aura pas de chauve-souris, pas grand-chose à voir et tout. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous racontez une histoire et ça tient vraiment le public en haleine, il aime ça. Vous avez par exemple le récit de la base américaine, où on a essayé de faire des bombes à chauve-souris. L'autre récit où c'est le porte-bonheur et chinois et d'où vient en fait cette fameuse légende avec le massacre pendant la période Ming. Puis, si vous avez un public plutôt des enfants ou des camps de jeunesse, vous pouvez aussi faire des jeux et vous avez toute une série de propositions que vous trouverez dans le livret. Voilà, maintenant c'est à vous et bonne chance!